Bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux. Il reste quelques places disparates, autant les utiliser. Il y en a une ici au milieu. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Essayez dans les escaliers de laisser un passage et puis asseyez-vous autant que vous pouvez, là où vous pouvez. Bien, merci beaucoup de votre présence ce soir. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette conférence qui est un peu imprévue dans le sens où elle n'était pas au programme de la saison. Vous le savez que l'Institut français de Casablanca est depuis fort longtemps un lieu d'accueil pour les débats sur l'architecture et l'urbanisme. Certains des intervenants viennent régulièrement ici, d'autres sont dans la salle, ont connu ce lieu avec des temps de débat sur l'urbanisme comme sur autre chose d'ailleurs. En tout cas, moi, depuis mon arrivée il y a un an, j'ai essayé de densifier le débat sur l'architecture et l'urbanisme, à l'occasion notamment de deux rendez-vous récurrents. L'un avec Selma Zerouni, que je salue, les rencontres architecture du Maroc qui se tiennent tous les 2 mois et qui nous offre l'occasion d'approfondir autour d'une table ronde un certain nombre de sujets. Le dernier parlait d'espace public, je présume qu'on va en reparler ce soir, d'espace public et de concertation. L'autre rendez-vous s'appelle Casablanca Transformation urbaine. Se sont prêtés au jeu de cet exercice un certain nombre de personnes, dont Tariq Oualalou et Jean-Louis Cohen, qui sont avec nous ce soir. Donc voilà, qui est une autre occasion. Mais ce soir, la conférence est un peu exceptionnelle, au sens où elle est liée à l'actualité. L'actualité de Casablanca, l'actualité de l'agence urbaine de Casablanca, dont je salue le directeur des études présent ce soir. Ils vous expliqueront à la fois le contenu et la genèse de ce qu'ils vont vous présenter ce soir et de l'étude sur le patrimoine, le plan de sauvegarde de Casablanca. Et donc, voilà, c'est un cas particulier. C'est parfois comme ça dans le programme de l'Institut français. On essaye de s'adapter et j'en suis absolument ravi. Merci Tariq, merci Jean-Louis de m'avoir proposé cette proposition ce soir, cette conférence. Alors donc, pour débattre et pour présenter ce plan de sauvegarde autour du thème « Conserver la ville moderne », nous avons le plaisir d'accueillir ce soir donc Jean-Louis Cohen, historien que vous connaissez, Tariq Oualalou, architecte, Emmanuel Neger, donc enseignant et curieux, historien, photographe, bref, des rues de Casablanca, et puis Bernard Toulier, historien. Merci de votre présence ce soir. Je vous invite évidemment à prendre place et je vous laisse tout de suite la parole. Merci, vous pouvez les applaudir. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je n'imaginais pas que la question du patrimoine soit aussi populaire et je dois dire que je suis personnellement très touché de voir que la salle est pleine. Un grand merci à l'Institut français de nous accueillir et de manière récurrente pour parler de cette question. Et puis avant de commencer, évidemment, merci à mes compagnons d'aventure, Jean-Louis, Bernard et Emmanuel. D'abord, je vais dissiper une question. On n'est pas là pour présenter le plan de sauvegarde, puisque d'abord, c'est un travail qui n'est pas fini, qui est en cours, mais plutôt pour débattre de la question du patrimoine. On en parle énormément, mais on la questionne assez peu. On l'interroge assez peu, et elle inquiète autant qu'elle est utilisée comme une bannière pour que les gens se mobilisent derrière elle. Et on a essayé d'organiser une réflexion en marge du travail que l'on mène depuis plus d'1 an aux côtés de l'agence urbaine sur le plan de sauvegarde de Casablanca, en essayant de mettre en perspective Casablanca avec d'autres territoires. Donc
cette rencontre, elle est sur 2 jours. On a ce soir où on va avoir une conversation sur Casablanca uniquement. Et demain, dans un séminaire peut-être plus resserré, toute la journée, l'Institut français a la gentillesse de nous accueillir. On va avoir des témoignages d'autres villes comparables avec Casablanca qui vont nous permettre de faire dialoguer les problématiques qui peuvent être comparables et nous permettre d'apprendre de certaines de ces trajectoires. Pourquoi on a voulu faire ce travail de réflexion, de comparaison et de mise en écho? C'est parce qu'au fond, on prend la question du patrimoine comme argent comptant. On n'a jamais vraiment discuté de qu'est-ce qu'on devait garder, est-ce qu'on devait garder, comment on devait le garder, qu'est-ce qui a de la valeur, comment on décide que quelque chose a de la valeur, quels sont les critères sur lesquels on peut s'accorder pour ça. Et le cœur du réacteur, du travail de l'inventaire sur lequel on a travaillé ensemble, c'est justement d'essayer d'apporter des réponses qui sortent de la dimension subjective de moi j'aime bien, toi t'aimes pas, et puis chacun fait comme il veut. On est à un moment critique de la vie de ce patrimoine-là, parce qu'il arrive à une certaine maturité. Certains des bâtiments ont plus de 100 ans. On va commencer à avoir des ruines systémiques. On a vécu très récemment pas qu'une, pas deux, pas trois, mais ça veut dire que techniquement, ce patrimoine-là, parce qu'il a des pathologies qui lui sont propres, commence à arriver en fin de vie. Et qu'il va falloir assez vite prendre des positions et des décisions drastiques si on décide d'en conserver tout ou partie et de se poser la question quelle place il peut avoir dans notre cité. Au-delà de la question de sa maturité, ce qui m'importe, c'est d'ouvrir un débat pour que personne ne considère que c'est un travail qui est fait derrière des portes closes, sans aucune transparence. Parce que ça ne pourra marcher que s'il y a une forme d'appropriation de tout le monde, des habitants, des architectes, qui au fond ne sont pas formés au patrimoine, des promoteurs, qui ont du mal à imaginer pour des raisons culturelles à s'attaquer à ces territoires-là, des entreprises qui n'ont pas le savoir-faire, des bureaux d'études, des topographes. Au fond, on dit il faut conserver cette ville. On n'a pas encore mis au point ni les critères ni les outils. Et ça ne se fera pas sans un échange assez franc qu'on va essayer d'avoir ce soir, d'abord entre nous et ensuite avec vous. On va essayer de faire une présentation assez compacte pour laisser la place au maximum de questions possibles, parce qu'on en a besoin et qu'on aimerait que le débat s'ouvre dans ce sens-là. On va organiser la présentation de la manière suivante. Jean-Louis va ouvrir les débats en questionnant l'histoire de la notion de patrimoine à Casablanca. Ensuite, Bernard et Emmanuel vont parler du travail de l'inventaire et des outils qui ont été mis en place et de la manière dont on le fait. Et je reprendrai la parole pour nous poser des questions sur la manière dont on peut le valoriser, encore une fois sans rentrer dans la question du plan de sauvegarde ni dans la question réglementaire et technique. Et ensuite, Jean-Louis conclura tout ça en ouvrant une perspective sur la journée de demain, à laquelle évidemment vous êtes invités pour les plus braves d'entre vous. Donc Jean-Louis, si tu es d'accord, c'est à toi. Je suis désolé de vous couper. Rapprochez-le bien. Pas de problème. D'accord. Je vais essayer d'être plus... Voilà, donc le programme que Tariq vient d'énoncer est une première intervention donc, qui revient plus de 30 ans en arrière. Et je voudrais commencer par rendre hommage à celui qui a publié le premier livre sur le patrimoine architectural de Casablanca, illustré avec des photos un peu tordues, qui donnaient un peu le vertige, mais qui ont eu le mérite d'inciter les Casablancais à lever la tête et à découvrir que c'était une ville, que Casablanca est une ville qui se regarde du trottoir vers le ciel. C'était donc le livre de Jean-Michel Zurflux. Je montre ici les 2 éditions pour tout de suite soulever une question qui est une des questions que nous affrontons dans cette étude qui va aboutir très rapidement à la rédaction d'un plan qui sera mis à l'enquête publique et qui deviendra force de loi. Donc on parle ce soir de la démarche intellectuelle et des stratégies qui vont aboutir dans quelques mois, c'est très rapide maintenant, à un document opposable au tiers qui s'appliquera à tous les propriétaires et les promoteurs de cette ville. Alors, quand Zurflux a publié son livre, son titre c'était « Casablanca, portrait d'une ville ».
Et la dernière édition, vous le voyez ici, Portrait d'une ville art déco. Donc le premier point que je voudrais poser, c'est d'affirmer combien le patrimoine bâti, car je ne parlerai aujourd'hui que du patrimoine bâti, je ne parlerai pas du patrimoine dit immatériel, qui est considérable, qui est celui de la culture populaire, qui est celui de la culture politique, qui est celui de la musique, celui du cinéma, qui nous emmènerait bien loin, mais nous n'allons pas classer de films, de livres ou de recettes de cuisine. Nous nous occupons des bâtiments. Donc parlons des bâtiments. Je voudrais dire donc qu'il serait que nous nous insurgeons beaucoup contre cette idée qui consisterait à ne voir dans Casablanca que le moment, à vrai dire, héroïque et formidable des années 20 ou des années 30, mais que pour nous, il y a un continuum historique, donc de faits historiques, d'édifices historiques, de lieux historiques, ayant une valeur patrimoniale. Alors, je rappelle quand même, sans fausse modestie, sur quoi s'appuie notre démarche. Quand Zurflüh publiait son livre en 1985, pendant les années 80, Michel Pinceau travaillait sur son plan d'aménagement de Casablanca, sur le schéma directeur, et le travail patrimonial, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, et mon ami Abdellah Bouhaïa s'en souvient bien. Dans le plan de Pinceau, le patrimoine, c'était une méchante brochure photocopiée qui montrait des photos encore plus tordues d'immeubles des rues du centre. Et il n'y avait derrière aucune proposition. Donc il y avait le début d'une préoccupation, mais il n'y avait rien de plus. Donc il a fallu, pour avancer, un travail qui fut le mien et celui de Monique Eleb, avec un livre publié il y a 20 ans exactement, 98, épuisé, mais rassurez-vous, il va réapparaître avec une petite mise à jour et quelques corrections des erreurs les plus patentes qu'il contient, il y en a. Donc ce livre a été un moment très important dans l'émergence de la conscience patrimoniale casablancaise. Pourquoi ? D'abord parce qu'il a nommé les choses. Il a donné beaucoup d'immeubles avaient un nom par convention et dans le savoir des habitants, mais beaucoup n'en avaient pas. Était simplement l'immeuble avec des éliges verts à côté de la station-service. On a fait un énorme travail pour arriver à nommer les choses, à nommer les architectes, à les qualifier, à comprendre les processus et à interpeller l'histoire de la ville à ses différentes échelles. Donc ce livre a eu un certain succès en français, aussi dans une édition américaine, il va reparaître. Depuis, notre espoir quand nous avons fait ce livre, c'était qu'une génération d'architectes et de chercheurs marocains prennent le relais, qu'ils poursuivent, qu'ils fassent des monographies, qu'ils travaillent sur la période ayant suivi l'indépendance, qui a été une période un peu de dépression à Casablanca, mais pas complètement de vide architectural, tant s'en faut. Nous avons été déçus. Et il y a que très peu de temps, finalement, que de nouvelles études sont apparues. Je voudrais rendre hommage au travail de Ghislaine Meffre et Bernard Delgado, qui viennent de faire paraître leur 4e livre consacré au Imbus. Donc voilà un exemple d'un engagement fécond. Vous prendrez la mesure du travail d'arpentage infatigable de mon voisin Emmanuel, qui a systématiquement repéré les immeubles dans l'ensemble de la ville. Donc il y a un changement et une conscience nouvelle. Je ne voudrais pas dire que l'histoire de Casablanca, elle n'a pas commencé évidemment dans les années 80, et il faut se souvenir que dès les débuts de la colonisation et jusqu'aux années 50-60, il y a eu des chroniqueurs de l'histoire de Casablanca. André Adam, dont on connaît le très beau livre sur la transformation de la société marocaine à Casablanca, un livre absolument incontournable par ses données démographiques et sociologiques, a aussi fait un travail d'histoire que quelqu'un comme Jean-Louis Miège a su faire par ailleurs. Il y avait eu avant déjà des études sur la forme urbaine historique de Casablanca. Dès le début, certains
certains auteurs ou certains participants y compris participants de la conquête et de l'exploitation coloniale française, avaient à cœur de rappeler que Casablanca n'était pas né du débarquement de l'infanterie de marine en 1907, mais que la ville avait une histoire, qu'elle avait un tissu historique. Et il y a eu déjà à ce moment-là, dans le cadre de la politique de protection des monuments historiques initiée par l'IOTE, un travail d'identification des monuments historiques au Maroc et dans une certaine mesure à Casablanca. La Médina de Casablanca, que vous voyez ici dans une photo aérienne de l'armée américaine de 1942 que j'aime beaucoup, cette Médina, elle était sous la juridiction d'un inspecteur des monuments historiques, Henri Terrasse, grand connaisseur de l'architecture marocaine, qui s'est battu très fermement contre Michel Écochard, qui considérait que la Médina de Casablanca n'avait aucune valeur. Donc les débats sur le patrimoine architectural ont été très vifs dans les années 40-50, avant de reprendre plus récemment. Le passé glorieux d'Anfa a été rappelé à l'époque, a été discuté. Beaucoup de chercheurs français et pas simplement, je pense à certains Espagnols, ont travaillé sur cette histoire qui était l'histoire de bâtiments pour l'essentiel disparus. Disparition des bâtiments, la rubrique nécrologique est assez considérable à Casablanca. N'oublions pas la perte des magasins Paris-Maroc, la perte du cinéma Vox. Je l'ai déjà dit, mais je le répéterai toujours, qui est pour moi qui était un geste politique du pouvoir, comme la destruction du théâtre et celle des arènes, pour éviter que subsistent des lieux permettant à des réunions politiques de se dérouler. Donc c'était une mesure de police du bâtiment au sens fort du terme. Je rappelle aussi que la tour de l'horloge avait disparu, avait été détruite parce que ses fondations étaient mauvaises et qu'elle avait disparu. Et ce qui rend qu'il y avait eu donc des batailles. Ici, c'est un dessin d'Écochard sur le prolongement de l'actuelle avenue des Phares, qui s'appelait à l'époque l'avenue de la République, du côté de la Médina, ce qu'on voit ici, ou plutôt du côté du Mella, sur des terrains qui avaient été déjà expropriés avant la guerre. Et là, ça a été un des lieux de ce débat dont je parlais entre Terrasse et Écochard sur, au fond, l'historicité qui était de Casablanca, qui était soutenue, qui était un thème pour un certain nombre d'auteurs, mais qui était dans le même temps nié par les acteurs très fiers et très radicaux de l'urbanisme moderne comme Écochard. Parmi les rubriques nécrologiques que je pourrais développer, non pas à l'infini, mais très fortement, je le rappelle quand même pour montrer que dans certains des bâtiments qui ont fait l'image de cette ville ont disparu. Les entrepôts Valus d'Auguste Perret, historiquement le premier bâtiment en béton armé à Coqueminces. Donc c'était un bâtiment déterminant dans l'histoire des technologies de la construction et potentiellement de l'architecture moderne. Oscar Niemeyer n'aurait rien fait sans le développement des voûtes minces, et c'est à Casablanca que ça a commencé. Je rappelle la liquidation de la villa Benazeraf, ou dite aussi Villa Guetta, de Marius Boyer rue d'Alger, remplacée par une extension de la banque commerciale. Et je ne peux pas ne pas évoquer cet intérieur que j'avais visité avec émotion il y a 25 ans. Je rappelle aussi évidemment la démolition de la villa El Mokri. Pourquoi ? Parce que cette villa du grand vizir El Mokri à Anfa, qui n'était pas un chef-d'œuvre de Boyer, vous voyez, c'est une espèce de pâté chaud assez mal foutu. Pourquoi ? Parce que c'est quand cette maison d'un grand féodal marocain, je dirais d'un féodal, un féodé au protectorat, a été détruite, que l'opinion publique casablancaise s'est vraiment émue. C'est à ce moment-là que quelque chose est apparu, et ce quelque chose, ça a pris le nom de Casa Mémoire. Donc la création de Casa Mémoire par
Jacqueline Aluchon, Rachid Andalussi, Zurflu, qui était aussi dans la première équipe, et beaucoup d'autres amis qui ne m'en voudront pas de ne pas les citer. Donc la création de cette ONG tout à fait exceptionnelle, absolument originale en Afrique du Nord et dans toute la partie sud de la Méditerranée, en remontant jusqu'au Moyen-Orient, cette ONG originale qu'est Casa Mémoire, qui a connu des moments sans doute plus flamboyants qu'aujourd'hui, c'est vraiment je pense, un atout pour cette ville durable, un atout durable pour cette ville, car c'est un rare exemple de mobilisation citoyenne, pour employer des termes un peu clichéesques, autour de la notion de patrimoine. Et ça remonte, il y a un fait générateur, comme on dit en comptabilité, c'est la destruction de la villa El Mokri. Ça, c'est donc un moment très important. Il y a eu par la suite des débuts de réaction, mais maladroits et inefficaces. Je pense à cet arrêt sur image du chantier de démolition de la Villa Violetta des frères Suraki sur l'avenue Moulay Youssef. Arrêt une fois que ce que cette villa, qui n'avait rien d'extraordinaire dans sa composition, une fois qu'elle eut perdu ce qui lui donnait sa qualité, c'est-à-dire les ferronneries, les céramiques, ce que vous voyez ici dans des photos prises avant, évidemment. Aucune émotion lorsque la magnifique villa néo-marocaine d'Auguste Cadet, rue des Charmilles à Loisy, a été détruite. Il y a eu quelques échos. Elle a disparu, et avec elle, et beaucoup de ces villas ont disparu. Et je terminerai avec une des agressions les plus récentes contre le patrimoine de Casablanca, c'est la destruction du commissariat de police central. Bâtiment que je n'ai jamais pu photographier, un bâtiment que pas grand monde avait envie de photographier, qui n'était certainement pas facile de photographier, qui fut quand même publié dans les années 30, donc on peut en trouver sans doute les plans. Je doute qu'on en trouve le permis de construire. En tout cas, ce bâtiment de Maurice Saury, que vous voyez ici, est un bâtiment extrêmement élégant, qui était sans doute le premier exemple d'une architecture corbuséenne ou corbusoïde à Casablanca. Donc tout le monde était sans doute content de voir ce bâtiment associé à des pages tragiques de la mémoire collective casablancaise disparaître. Par quoi sera-t-il remplacé? Je n'en sais rien, et on ne saura jamais ce qu'il était. Alors, il y a évidemment des dossiers très chauds, et ici je montre l'immeuble Bessonneau dit Lincoln du temps de sa splendeur. Tout le monde est conscient ici que ce qui peut se passer un jour proche, nous l'espérons, sur cet immeuble est un des facteurs importants, sera un des facteurs importants de la confiance avec laquelle les Casablancais se lanceront et porteront la protection du centre-ville. Le fait qu'aujourd'hui, et volontairement je ne le montre pas dans son triste état aujourd'hui, pour ne pas vous arracher de larmes, ce bâtiment, dans son état actuel, montre bien, indique bien toutes les difficultés qu'il y a et qui subsistent. Nous espérons qu'elles seront rapidement résolues. Et croyez-moi, ce n'est pas de la rhétorique. Alors, oui, je voudrais aussi évoquer certains mouvements qui vont dans le sens contraire, des mouvements qui semblent avoir eu une volonté de restauration patrimoniale et qui restent assez étranges, mais qui témoignent malgré tout d'une certaine force de cette pulsion de mémoire. Il y a une pulsion d'oubli dans les villes, une pulsion destructrice et une pulsion de mémoire. Casablanca est entré dans la modernité grâce à 3 minarets, néo-minarets, la tour de l'horloge, du commandant Dessigny, le phare des Langues d'Albert Laprade et la tour de la gare de Casa Voyageur, dont je n'ai jamais réussi à identifier l'auteur. Peut-être un architecte anonyme des chemins de fer de l'époque. J'ai toujours trouvé extraordinaire que la première reconstruction patrimoniale à Casablanca était celle de la tour de l'horloge. C'est-à-dire d'un bâtiment qui était quand même celui avec lequel le colonisateur avait marqué son empreinte en disant il faut unifier l'heure de Casablanca
et qu'il a été remis sur un rempart qui est un faux, qui n'est pas l'emplacement du rempart ancien, pas plus que la Tournelay. Donc il y a une espèce de geste presque Disney-esque dont on peut sourire, c'est ce que je fais volontiers, mais qui, à mon sens, témoigne de cette attente de repères historiques au sens pas simplement architectural, mais au sens de repères qui sont porteurs d'un récit sur les origines. Donc pour moi, c'est un geste qui a des aspects dérisoires, mais qui a aussi des aspects importants et qui marque certainement un seuil. Alors maintenant, je voudrais terminer cet exposé rapide. Vous comprenez qu'on pourrait y passer beaucoup de temps et on se reverra. Mais je voudrais revenir sur, au fond, la définition qui est celle du patrimoine bâti, j'y insiste pour nous, pour notre équipe, qui est une définition large. Évidemment, il comprend les grands bâtiments, les bâtiments emblématiques de Casablanca. Évidemment, il comprend le quartier des Habous et aussi beaucoup de prolongements vernaculaires de ce quartier vers Der Baladia et au-delà vers le sud de ce qu'il était convenu d'appeler la Nouvelle Médina, ou la Médina Extension dans les plans d'urbanisme. Donc ce n'est pas ce plan, et évidemment les images que je montre là ne sont pas très convaincantes, ce plan n'est pas simplement un plan des immeubles connus ou des immeubles d'architectes connus. Ce plan de sauvegarde porte aussi, et il a été conçu, je voudrais éclaircir la démarche avant que mes camarades le fassent de façon plus précise, il n'a pas été conçu à partir d'un découpage administratif, d'un carroyage des grandes cases, ou d'un découpage simplement par entité administrative. Nous avons, pour travailler sur Casablanca, découpé le territoire contenu à l'intérieur du boulevard Zerktouni et dans quelques territoires adjacents. Nous l'avons découpé en 2 douzaines de quartiers environ, qui correspondent pour une large part à la manière dont la ville a été faite. Et je vous montre ici un plan du service des plans de ville de 1915 ou 16 qui nous montre comment la préparation, la mise en œuvre du plan Prost, qui a été achevé comme document en 1917, a été menée au travers de la technique du remembrement, par la création du remembrement des terrains, par la création d'associations syndicales de propriétaires. Le plan Prost était une mosaïque de quartiers, à chaque fois gouvernée par un principe de redistribution du sol. Et ce sont ces quartiers qui ont des identités morphologiques différentes, que nous avons validé, dont nous avons fait la base, je dirais, de notre travail sur le plan. Un exemple ici de cette redistribution foncière, du remembrement, avec à gauche son modèle, qui est un modèle allemand. Je me répète, mais je crois que je ne le ferai jamais assez. On méconnaît la dette de Casablanca envers l'urbanisme allemand, et on a oublié la présence déterminante des Allemands qui ont perdu la guerre et donc qui avaient avant abandonné le Maroc, mais qui ont eu un rôle déterminant, je répète cette épithète, un rôle décisif dans les premières années du protectorat. Le patrimoine, ce ne sont pas seulement des bâtiments, et ici les limites de l'exercice que nous faisons pour l'agence urbaine apparaissent. Nous pouvons proposer des mesures sur les bâtiments. Nous insistons énormément sur la dimension paysagère de Casablanca, mais la dimension paysagère de Casablanca, qui a une partie paysage bâti, nous la traitons, la partie végétale, la question de l'espace public, elle relève d'autres entités administratives et elle demandera à être considérée ailleurs. Mais pour nous, il ne fait aucun doute que, et je montre à dessein, peut-être de façon un peu démagogique, le parkway de l'avenue Moulay Youssef ou le magnifique boulevard de Londres à Mère Sultan, il y a encore à Casablanca des espaces paysagers d'extraordinaire qualité. Je voudrais aussi insister sur le fait qui nous guide dans les prescriptions que nous proposons, que quelle que soit la beauté des immeubles du centre de cette ville,
dans leur diversité, qui apparaît très très bien dans cette confrontation entre le deuxième immeuble Tazi et l'immeuble Bendahan. Quelle que soit la qualité de ces immeubles, l'architecture ne s'arrête pas à la porte. Et donc notre plan est délibérément, en tout cas dans son noyau dur, un plan anti-façadiste. Préserver le patrimoine bâti de Casablanca, ça n'est pas simplement préserver les façades, c'est aussi intervenir et prendre au sérieux la qualité des intérieurs. Celui-là est un intérieur ouvert à tous, hein. C'est le passage Tazi, vous le connaissez. Avant, c'est les dernières déprédations et les derniers envahissements qui l'ont rendu absolument rébarbatif. Je rappelle simplement l'importance de tous les langages décoratifs utilisant des éléments marocains ou d'autres écritures que l'on trouve à l'extérieur des bâtiments, mais aussi à l'intérieur. Ici, l'immeuble Moretti, l'entrée et un détail de Zelige. Il y a une culture de l'architecture des parties publiques des bâtiments, et c'est une culture à laquelle nous sommes sensibles dans le travail sur ce plan. Il y a aussi évidemment des problèmes délicats, des coups partis, outre les bâtiments démolis, des bâtiments qui ont été tellement transformés qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à en lire l'architecture. On ne perçoit plus cette villa de Zévaco comme on pouvait le faire à l'époque. D'autres lieux sont des lieux privés et invisibles comme la Villa Varsano. Nous allons nous attacher dans un deuxième document à travailler sur le centre, sur la périphérie et donc sur des territoires dans lesquels se trouvent beaucoup de villas. Villas qui ont été, à l'exemple de celle de Zévaco, tout à fait maltraitées par leurs propriétaires. Nous n'avons pas les moyens financiers, personne ne les a, aucune puissance publique ne l'a, de faire marcher l'histoire à reculons et de revenir aux formes originelles. Mais malgré tout, nous sommes très attachés à ce que cette qualité du patrimoine des maisons de Casablanca, au-delà des immeubles du centre identifiés par tous, soit reconnue. Dernier point, l'étude que nous allons entamer maintenant sur donc l'ensemble de Casablanca à l'extérieur du boulevard Zartouni va inclure les cités, les grands ensembles, et va nous amener inévitablement à nous poser des questions de méthode très délicates. Et j'en pointe juste une ici, ou deux. La première, c'est que faire de ces immeubles de Haï Mohammadi, qui ont été sans doute les immeubles de Casablanca les plus photographiés, les plus reproduits et les plus discutés dans l'après-guerre, et qui, vous le savez, ont été à l'origine, c'était Mondrian en 3 dimensions, et c'est devenu une espèce de médina verticale, pour beaucoup de raisons, et ceci assez tôt finalement. Quelle latitude allons-nous avoir? Le débat est très complexe et on ne saurait sans doute le mener ce soir de façon assez sérieuse, mais s'agit-il de restituer les bâtiments de l'Atbat dans leur état d'origine? S'agit-il de prendre acte des transformations et simplement d'évoquer l'état initial d'une manière ou d'une autre, de restaurer éventuellement une cellule type? Bon, il y a beaucoup de problèmes, mais ceci pour dire que l'architecture de l'habitation populaire, l'architecture des grands ensembles et l'architecture des périodes plus récentes, tout ceci fait partie de notre espace de réflexion. Et je voudrais terminer en évoquant un des problèmes les plus délicats, qui est de savoir comment finalement un travail sur le patrimoine bâti tel qu'il est aujourd'hui statique, tel qu'il se dresse dans la ville, ça doit être aussi un travail sur la dynamique cristallisée. Et notamment, dans le cas de Casablanca, sur cette dynamique qui a vu, par exemple, les bâtiments des trams, des cochards, progressivement s'élever, progressivement déborder, et finalement devenir des petits immeubles qui ont formé une ville tout à fait
dynamique, tout à fait active et qui, dans une certaine mesure, donne raison avec des formes différentes aux prophéties des cochards. Donc, le plan d'urbanisme, les intérieurs, l'habitation, les formes vernaculaires d'habitation, les grands ensembles, ce sont autant d'objets qui constituent le patrimoine auquel ce travail se consacre. Et donc, il sera bien loin simplement de consolider et de célébrer les immeubles emblématiques de cette ville. Il en proposera une vision globale dans ses contradictions, dans ses transformations temporelles et avant tout dans ses qualités d'usage et de forme qui rendent cette ville si attachante. Merci. Oui, donc après cet exposé liminaire sur les principaux points d'accroche de ce patrimoine de Casablanca, il s'agit maintenant de savoir comment les repérer, comment les archiver et comment les transmettre. Les transmettre pour les gestionnaires et les transmettre pour tous les habitants, puisque ça appartient à tous. Comment donc faire ce travail ? Il y a environ 10 000 titres fonciers, allez voir, à l'intérieur donc de la deuxième, on peut dire, enceinte donc circulaire, du boulevard circulaire, et comment, avec les moyens qui nous sont donnés, peu de temps, une équipe certes aguerrie, mais en tout cas avec peu de temps, et comment donc pouvoir archiver et transmettre. Très simplement, il y a 3 temps que dans le monde entier on fait. C'est d'une part, qu'est-ce qu'on connaît et comment l'archiver, la documentation, les archives, les permis de construire, etc. Ensuite, aller sur le terrain et ensuite réfléchir pour savoir, au niveau de la critique de ce travail, qu'est-ce qui émerge comme élément patrimonial aujourd'hui en 2018, avec les connaissances qu'on a, avec également les échéances que l'on a, qu'est-ce qui est important dans ce patrimoine, qu'est-ce qu'on retient pour nos enfants. Voilà les grandes étapes. Alors, première étape, et là, c'est évident, c'est le savoir délimiter le territoire. Le territoire a été délimité clairement par l'agence urbaine et donc correspondait globalement donc à un arrondissement central avec une densité maximum. Donc il faut pouvoir répondre à la densité maximum en ayant un caractère d'exhaustivité. On ne peut pas se permettre d'être comme si on était dans le désert, à aller rechercher des petits éléments d'instruments néolithiques, à faire des carrés de 3 km sur 3 km et de faire un échantillonnage tous les 4 carrés. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut réellement là aller sur le terrain, voir tous les titres fonciers, voir tous les bâtiments pour avoir une évaluation de ce qui se passe à l'intérieur. Le deuxième point, c'est que, comme l'a dit déjà donc Jean-Louis, on a morphologiquement, on pourrait dire, défini des quartiers qui n'étaient pas administratifs, on le répète bien, qui n'étaient pas des délimitations déjà connues, mais qui étaient des délimitations typomorphologiques urbaines. Comment, à l'intérieur donc de tel ou tel périmètre, un syndicat de lotissement, comment également pour, par exemple, le secteur Bourgogne, comment on a travaillé pour pouvoir faire un lotissement européen agrémenté, en tout cas avec les éléments de confort qui permettaient donc de pouvoir vivre de façon confortable et moderne, etc., etc. Comment, dans tel ou tel quartier, adapter le système des cités-jardins, etc., etc. Donc ça, cette délimitation par quartier, cet atlas par quartier est très important parce que ça permet d'être la base
certes, d'une nouvelle connaissance, mais également la base de nouvelles réflexions sur la gestion donc, de ces quartiers de Casablanca. Le deuxième atlas qui a été fait, et qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent, c'est qu'on a toujours repéré les maisons, les immeubles, etc. Et on a dit, ça c'est l'inventaire. Et nous, on a travaillé différemment. On s'est dit, on va du général au particulier, du quartier au titre foncier, à la maison. Et donc, ce qui est le plus important, c'est pas le bâti. C'est l'espace qui lie le bâti. C'est l'espace public, c'est l'espace qui permet de se transporter, c'est l'espace qui permet d'aller d'un endroit à un autre et qui fait comprendre la ville, qui fait comprendre comment du port et de la Médina, on est venu irriguer l'ensemble de la nouvelle ville par donc, des éléments qui reprenaient les tracés anciens le long donc, du littoral, mais aussi comment, donc, par un tracé perpendiculaire aux axes importants ou bien circulaire, on a pu quadriller la ville pour pouvoir ensuite lotir la ville. Quand je dis ensuite, c'est pendant, bien sûr. C'est cette pensée urbaine, la pensée donc avant Prost, qui était déjà dans les plans anciens, la pensée de Prost et les pensées urbaines successives, cette stratigraphie successive permettent de mieux comprendre comment on a vécu dans la ville et comment les traces architecturales sont visibles. C'est un travail en fait archéologique qui est mené à travers ce travail sur les quartiers et les espaces urbains publics, aussi bien donc les voiries, les places, que les éléments rares, il est vrai, dans le centre-ville de Casablanca, que l'on a appelé les jardins, les parcs, et qui a été bien vu par Madame Benani dans son livre qui vient de paraître et qu'elle a ici sans doute présenté il y a quelques mois. Enfin, après avoir vu donc les quartiers et les espaces urbains, c'est ce fouillis d'unités bâties en rouge que vous avez là, avec les délimitations en rouge, c'est-à-dire ces 10 000 petits éléments qu'il faut aller voir un à un avant de se faire une idée de ce qui existe. Et ça, ce travail de fourmi a été réalisé par Emmanuel bien avant le début de notre enquête, et il a restitué les innombrables promenades archéologique qu'il a fait à travers la ville avec son appareil photographique et avec toutes les données qu'il a pu aller voir sur le terrain. Donc je vais lui laisser la parole pour donc voir comment il a organisé ces promenades et avec quelle documentation préliminaire, préalable, il a pu, comme avec une boussole, aller voir les éléments essentiels. Merci Bernard. Je dois d'abord dire que je ne suis ni architecte, je ne suis pas non plus historien, je suis prof de lettres, et que c'est finalement, on a parlé de Casa Mémoire tout à l'heure, c'est Casa Mémoire qui m'a ouvert les yeux, je pense à Jacqueline Aluchon particulièrement, qui m'a ouvert les yeux sur Casablanca. Et donc les promenades dont on parle à l'instant, c'est des promenades que j'ai faites d'abord en amateur, puis finalement au contact de gens comme ceux-ci, comment voulez-vous qu'on n'ait pas l'impression de devenir intelligent. Donc voilà, on le devient forcément. Alors, je vais juste expliquer la démarche qui a été la nôtre pour constituer cet inventaire et essayer effectivement de sortir du fouillis dont on a parlé, qu'on a vu en image avant. Tout d'abord, effectivement, il a fallu apprendre à découvrir ce territoire avec des outils auxquels je n'étais pas du tout familiarisé. Et d'ailleurs, il va falloir apprendre à tout Casablancais finalement à les lire et à les comprendre, ces documents. C'est une documentation donc d'abord des cartes, hein, évidemment. Là, on voit par exemple les étapes de l'urbanisation de Casablanca, hein, donc faites par vous voyez, donc à 3 étapes, et ça permet de comprendre quelle partie de la ville a été construite à quel moment. Et cette documentation préalable des cartes, elle fait comprendre justement qu'on doit d'abord voir la ville, et donc l'urbain
dans son ensemble pour comprendre comment telle ou telle unité bâtie a une cohérence dans cet ensemble de la ville. Et donc l'inventaire, c'est pas seulement justement une collection de petites choses les unes à côté des autres, c'est aussi, avec le travail de réflexion que tu as évoqué Bernard, c'est aussi la tentative de compréhension des interactions qui se font entre tous ces éléments. Alors, merci. La documentation, c'est aussi évidemment la consultation des archives, de leur poussière aussi. Donc vous voyez là quelques éléments, hein, des archives qui sont aussi bien les archives nationales à Rabat, les archives municipales à Casablanca. Ça permet de découvrir, là vous voyez en haut à gauche, des fichiers, alors qu'il faut transformer en fichier Word, ça prend un temps fou, mais c'est passionnant pour des mains de fourmis. Et aussi, bien sûr, les plans d'immeubles. On voit ici, par exemple, le marché de Gros, et puis en bas, un immeuble de Manassi. Voilà. Il faut aussi, bien sûr, lire des livres, beaucoup. Bien entendu, Jean-Louis, tout à l'heure, en a rappelé quelques-uns. Donc là, c'est des livres, c'est aussi beaucoup de revues, parce qu'effectivement, tu parlais du commissariat de police de Saury tout à l'heure. Évidemment, il faut aller voir tout ce qui a été publié, parce que ce qui a été publié, c'est aussi ce qui a pu influencer la suite. Parce que tout le monde lit, on parle aussi des influences internationales, et donc ces revues, elles nous font comprendre comment l'architecture casablancaise s'inscrit dans une continuité. Il y a aussi une documentation photographique qui est très intéressante. Là, je vous montre 4 photographies du même endroit. Tu as montré tout à l'heure donc l'avenue des Phares actuellement. Et on voit là 4 fonds photographiques différents. L'intérêt des fonds photographiques, c'est qu'ils nous permettent aussi, lorsque nous avons des lacunes de connaissances, de datation, etc., de voir à quel moment tel immeuble a été construit par rapport à un autre, etc. Et donc ça donne aussi, par la comparaison des documents, et qu'ils sont très nombreux mais très éparpillés, hein, beaucoup d'archives se trouvent en France, on en trouve aussi à Casablanca, etc. Et donc c'est aussi un travail de collection de toutes ces informations. Et puis, alors après, une fois qu'on a lu beaucoup, il faut marcher. Alors, marcher, c'est marcher en apprenant à regarder. Je vous montre ici un document qui est très laid, hein, donc celui de la droite. C'est tout simplement parce que c'est un brouillon. C'est un brouillon que j'ai fait en travaillant avec Bernard sur le boulevard de Londres, et pour apprendre à voir. Parce que pour pouvoir expliquer les choses, il faut finalement les comprendre. Et moi, finalement, j'apprends tout le temps avec ces gens-là. Et donc, voilà, le travail, c'est aussi apprendre à faire des schémas, faire des dessins, ce que je ne sais pas faire, étant pas architecte non plus. Donc j'apprends, voilà, des petits dessins qu'on fait au fur et à mesure. Ensuite, bien entendu, c'est entrer dans chaque immeuble. Et je dis bien entrer, parce qu'effectivement, les façades, souvent, on a appris, grâce justement à Jean-Michel Jurfly tout à l'heure, et puis à Jean-Louis et toute la bibliographie, Ghislaine Meffre, etc., à voir les immeubles de l'extérieur, mais il faut apprendre aussi à les voir de l'intérieur. Et alors, ça aboutit parfois à des rencontres très intéressantes qui vous permettent même d'entrer dans des appartements, etc. Parfois, on visite aussi des commissariats de police, mais pour d'autres raisons, puisque, voilà, vous imaginez. Ensuite, il faut aussi regarder tous les petits détails qu'on trouve sur ces immeubles. On voyait tout à l'heure le nom de l'architecte, le nom de l'entrepreneur qui a fait l'immeuble, mais aussi tout ce qui est la datation. Par exemple, là, voilà une datation de 1920 qui est inscrite sur le bâtiment et donc qui est pour nous une information très importante pour pouvoir établir l'inventaire. Et puis, bien entendu, avec les plans qu'on a pu collectionner, on va avoir aussi des informations. Le problème, c'est que les informations sont parfois lacunaires. Beaucoup de documents ont disparu parce que usure du temps, parce que, etc. Et donc, il faut trouver le moyen d'avoir des connaissances. Alors ensuite, évidemment, il y a tout un travail photographique. Donc là, on peut montrer quelques images qui supposent d'être entrées dans des immeubles, comme là, sur des terrasses. Alors j'avoue aussi que j'ai dû apprendre à faire des photos un tout petit peu correctes. Voilà, j'ai pas non plus photographe. Donc j'apprends beaucoup de choses. Donc là, vous voyez une villa dont on déplore encore l'état aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et puis, donc là, on a Roche-Noire. Là aussi, c'est un cas intéressant parce qu'on a de l'architecture italienne de l'époque justement mussolinienne. Et puis, on voit comment ça a pu évoluer avec les surélévations, etc. Donc, c'est intéressant de pouvoir comparer, par exemple, cet immeuble à l'image de la revue originale qui montre l'état. Voilà un autre immeuble derrière le consulat de France. Et puis, bien sûr, un phare que tout le monde connaît, hein, parce que l'immeuble Liberté, c'est pour nous tous, finalement, un des symboles de Casablanca. Voilà, un immeuble ici donc sur l'avenue Mère Sultan.
Voilà, donc alors évidemment, regardez les façades, là aussi c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Donc vous voyez évidemment l'image de droite, elle nous rappelle un peu Zurflux dans son côté tordu, mais c'est parce qu'il faut apprendre justement à voir les choses autrement, à voir les détails, à voir des lignes, à voir justement des fonctions enfin, personnellement j'y comprenais rien du tout. Et à découvrir pourquoi est-ce qu'on a les fameuses casquettes dont on parlait cet après-midi, le rapport, dans quelle mesure le climat va influencer la manière dont est composé l'immeuble, etc. Toutes ces choses-là sont des éléments essentiels pour pouvoir ensuite décrire l'immeuble, parce que si on ne fait pas une description, on ne pourra pas ensuite, évidemment, proposer des prescriptions. Alors, je te laisse parler pour les écritures. Donc, une fois qu'on a commencé à voir les éléments architecturaux, architectoniques, eh bien, le plus difficile reste encore à faire. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir toujours dans sa tête comparer, et encore comparer. Et au plus vous comparez, au plus je vous assure que vous avez de plaisir. C'est-à-dire que c'est dans la comparaison que naît petit à petit la force que vous avez de dire « ça, je ne l'ai jamais vu, c'est pas possible, c'est formidable ». Ou ça, mais j'ai déjà vu quelque part. C'est pas ici, c'est à Rabat ou à Tanger. Ah, mais Delaporte, cet architecte, mais il n'a pas travaillé qu'ici. Il y a des choses magnifiques à Tanger ou ailleurs, etc., etc. Et donc, dans la comparaison, aussi bien dans le quartier que dans la ville ou qu'ailleurs, suivant les pérégrinations que vous avez, petit à petit va naître réellement une passion. Parce que c'est un peu comme une drogue. Au plus vous regardez, au plus vous voulez voir plus, bien sûr. Et ça, je dirais, on est insatiable après. Et donc, c'est dans ce caractère insatiable que vous pouvez commencer à repérer ce que notre ami Jean-Louis appelle les écritures. C'est-à-dire que chacun a une écriture particulière ou a des écritures qui peuvent être comparées à une autre écriture. Et d'où vient cette écriture ? Et qui écrit de la même façon, et qui peut lire ça, et qui ne pourra pas lire ça, etc. Donc c'est comme un livre que vous ouvrez, une première page, une deuxième page, et là vous avez envie d'aller jusqu'au bout du livre, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de la ville, puisque vous ne pouvez pas vous contenter simplement d'avoir une façade, deux façades, la rue, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a devant, qui vivait là? Et donc c'est ça cette écriture, c'est-à-dire comment depuis l'enfance, depuis le lycée, comment apprendre cette écriture. On apprend bien les écritures arabes, l'écriture berbère, l'écriture à l'européenne, l'écriture cyrillique. Pourquoi ne peut-on pas apprendre l'écriture architecturale? Et donc c'est dans cette écriture architecturale que petit à petit, on peut se glisser et on peut petit à petit avoir une première évaluation. Une évaluation pour nous que, après, je le dis à notre ami, à nos amis en équipe, et on se dit, bah oui, pour en finir, j'ai la même sensation, j'ai les mêmes choses, et donc ça participe d'une écriture, ça participe également d'un mouvement. Je ne sais pas de qui ça vient, je ne sais pas, il n'y a pas de datation, je n'ai pas le temps d'aller voir le permis de construire parce qu'on ne nous donne pas la possibilité d'aller le voir, etc. Et tout, mais je sais que c'est vraisemblablement à côté de l'école de Ballois que devaient se faire les choses, ou bien c'est à côté de la Forgue, etc., ou c'est un mélange entre un tel ou un tel, etc. Ça, je ne sais pas, mais il a sans doute été à l'école des Beaux-Arts à Paris, ce monsieur, parce qu'il reprend des poncifs qu'on lui a appris à l'école, comme une lettre qu'on apprend, et que 10 ans, 20 ans ou 30 ans après, on reproduit encore manuellement. Ces écritures manuelles sont dans les écritures architecturales de la même forme. Et donc, ces écritures précoces, eh bien, dans ces écritures précoces, ce sont les écritures qu'on a appris ailleurs. Alors, on peut aller loin, c'est-à-dire l'écriture précoce de la Ville Nouvelle. On peut aussi voir les écritures plus précoces encore de la Médina et qui remontent bien au-delà du XXe siècle. Mais disons déjà, pour le tracé que l'on a à faire dans l'arrondissement de Sidi Bel Aoud, on a bien sûr ces écritures précoces éclectiques
qui sont déjà d'un éclectisme, mais l'éclectisme, d'où il vient? Est-ce qu'il vient de Paris? Est-ce qu'il vient éventuellement via l'Algérie? Ou est-ce qu'il vient peut-être aussi de l'Espagne? Et il y a des écritures éclectiques aussi qui viennent d'Italie. Quand on est sur le bord de la Médina, à côté de la Scala, etc., il y a des villas dites toscanes qui sont très proches des villas des Serliennes que l'on retrouve en Italie. Donc voilà les comparaisons qui sont intéressantes, c'est-à-dire de pouvoir se dire, là je suis à Casablanca, mais cette écriture-là, elle vient d'ailleurs. Et d'où elle vient, avec qui elle vient, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas toute seule. Elle vient peut-être par l'architecte, peut-être par l'entrepreneur, mais aussi peut-être par les gens qui vivent et qui ont apporté un morceau d'ailleurs ici à Casablanca. Et comment petit à petit ces morceaux d'ailleurs font l'histoire de Casablanca qu'on ne peut voir nulle part, dans aucun lieu. C'est l'universalité de Casablanca dans ces écritures-là. Et donc cette universalité, c'est cet éclectisme, parce que, bien sûr, c'est la plus grande richesse, l'éclectisme. C'est un éclectisme, certes, qui vient d'ailleurs, mais qui s'inspire de l'histoire, s'inspire des modèles, s'inspire des cahiers, donc non pas des colliers, mais des cahiers où on imitait les styles, etc. Et donc, ce néo-marocain, d'où vient-il? Ah ouais. D'abord, est-ce que c'est vraiment un néo-marocain? Donc, on peut toujours continuer. Et comment s'adapte-t-il? Comment, depuis le néo-mauresque algérien, va-t-on voir le néo-marocain moderne? Voilà un peu le questionnement, mais tu as peut-être des... Non, je trouve ça absolument... Voilà. Non, mais excusez-nous de partager notre passion ce soir, parce que à force d'être entre nous, peut-être que c'est difficile, et donc c'est important de pouvoir le remettre. Ce second moderne, là, en haut à gauche, pose beaucoup de questions. Pas uniquement pour les urbanistes qui doivent savoir si qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment qui est maintenant à bout de course et qui doit être réhabilité. C'était un garage. Je ne vois pas très bien, mais en tout cas, c'était un garage. Et qui a été garage pendant pas très longtemps, entre les années 50 et les années 80. Et ensuite, de cette vitrine de l'automobile, c'est devenu une vitrine des nouvelles technologies. Une vitrine de Philips. Et donc, c'était l'endroit dans l'ensemble du Maghreb qui avait été choisi par Philips, donc tout à fait donc, au nord de l'Europe, pour pouvoir faire une succursale de ces produits. Et là, magnifique expositions, on a refait les escaliers, etc. Il y a un décor magnifique. Qu'est-ce qu'on va faire de ce décor? Qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment? Voilà une question qui ne se limite pas à l'écriture architecturale. Oui. Deuxième type d'évaluation, est-ce que dans les familles que l'on a dans la tête, est-ce que je l'ai vu pour la première fois? Est-ce qu'il n'y a jamais rien eu d'aussi beau que ça? Ou est-ce que, au contraire, il est typique d'une famille? Dans les unicums, on peut voir comment les choses apparaissent pour la première fois ici, à tel endroit. On a vu avec l'image que nous a présentée Jean-Louis, les voûtes minces de Perret. Ça, c'est une apparition qui a disparu, certes, mais c'est une apparition. De même également, une apparition-disparition, c'est la façon dont l'église, donc Notre-Dame de Lourdes, a été faite en imitant un principe qui se trouvait à Metz, donc pour pouvoir avoir un minimum de béton et un maximum de murs de lumière pour avoir des vitraux. Jamais on l'a refait ailleurs au Maroc. Donc ce sont ça des unicums. De même que la plus haute tour, le plus haut immeuble donc de l'Afrique pendant assez longtemps, avec la tour que tu avais aussi montrée, ici, ici, la tour donc Morandi, elle est vraiment unique. Et donc ça, c'est un élément, je dirais, qu'on ne voit pas ailleurs. Mais également les éléments qu'on voit ailleurs, les éléments typiques, c'est aussi intéressant de les mentionner. La petite maison du Marif, par exemple, il n'y en a plus beaucoup qui sont encore telles qu'on pouvait les voir à l'origine. Donc elles sont certes, en haut à gauche, là, très connues,
et on les a tous dans la tête, mais quand on veut revoir vraiment un élément pur, il n'y en a plus beaucoup, parce qu'on a fait une surélévation, parce qu'on a, à l'emplacement de la fenêtre, mis une deuxième porte, etc. etc. Donc, ce n'est pas parce que c'est typique qu'il ne faut pas la garder. Donc, qu'est-ce qu'on garde dans toutes ces familles-là et comment on les garde? Les dispositifs constructifs, les dispositifs également de voûtement. Et donc ça, c'est important. Mais ce qui est plus important encore, surtout dans Casablanca, puisque là, on a vraiment étudié Casablanca dans un contexte de paysage urbain historique, vous l'avez tous compris, c'est bien sûr l'emplacement de l'élément. Comment s'intègre-t-il au plan, au quartier, à l'espace? Et donc cette intégration à l'espace est vraiment un dispositif qui n'avait pas été répertorié, recensé à Casablanca avant le travail qui a été fait. Ces villas d'angle qui sont multiples, ces fronts bâtis, ces villas isolées, mais quelquefois traversants, qui permettent d'avoir aussi dans les immeubles des passages qui permettent d'aller dans le fond de l'îlot ou dans un autre élément de l'îlot. Ça, c'est vraiment des principes très importants et très intéressants à donner comme critères. Et également, les critères immatériels sont multiples. On n'a pas pu tous, bien sûr, faire les interviews de tous les gens de Casa et de pouvoir dire qui habitait là, quels étaient les grands événements qui sont passés, mais tous les événements politiques, comme la maison des syndicats, etc., et bien d'autres événements, mériteraient de faire des enquêtes encore supplémentaires, peut-être, dans le domaine de l'immatériel. Mais comme on vous l'a dit, ce n'était pas notre propre job à faire ce travail. C'est simplement à l'occasion d'eux, on le note, mais ce n'est pas systématique. Et donc, à partir de là, on a un ensemble de critères, un ensemble d'évaluations sur les 10 000 éléments qui ont été vus. On en a retenu ceux qui nous semblaient les plus uniques ou les plus typiques pour les raisons que je viens de vous donner au niveau des critères. On en a retenu environ 700 qui étaient vraiment exceptionnels et un peu plus de 1000 qui étaient vraiment tout à fait, qui avaient un caractère notable sur lequel on ne pouvait pas se passer si on voulait transmettre l'héritage à nos enfants de Casablanca. Alors, juste une dernière idée, c'est que là, on vient de vous présenter un travail, mais en fait, ce travail n'est jamais terminé. C'est-à-dire qu'il est toujours en évolution, à la fois parce que la connaissance évolue, donc on trouve des informations et il faut les rajouter, parce que le bâti ou le détruit évolue aussi. On peut prendre l'exemple, je ne sais pas moi, du vélodrome, etc., etc. Donc l'actualité, systématiquement, fait que l'outil en question et notre travail n'est jamais terminé, ce qui le rend passionnant en même temps. Et donc on espère que ce ne sera surtout pas un travail qu'on va mettre dans les archives. Si, les archives, c'est important. Qu'il sera dans les archives, mais c'est un travail vivant. Ce que je veux dire, Tariq va peut-être entrer un peu, pour terminer, dans la dimension plus positive, qui est à quoi aboutit cette accumulation de connaissances, de critiques, etc. Ça aboutit, on a dit qu'on est intervenu sur presque 10 000 unités foncières, presque 10 000 titres fonciers, et donc considérer que près de 2000 unités ont un intérêt, ça, c'est exceptionnel dans une ville. Donc ça veut dire que la masse des bâtiments sur lesquels porte le plan, sur lesquels le plan va dire quelque chose, et vous voyez ici qu'il y a au moins 2 territoires sur lesquels l'enquête n'a pas été déployée. La Médina et le tracé de l'avenue Royale. C'est donc 2 territoires qui sont restés en dehors du périmètre du plan. Mais vous comprenez que 2000 objets, c'est assez considérable. C'est donc un objet sur 5 de Casablanca qui, à partir des fiches que nous avons faites, de la datation, de l'analyse de leur signification urbaine, de leur signification à l'époque de leur construction, de leur architecte et de leur maître d'ouvrage, donc 2000 objets dignes d'être protégés à un titre ou à un autre. Merci Jean-Louis.
vous avez pu sentir l'intensité et le plaisir qu'on a pris à faire ce travail. J'ai moi-même eu l'honneur de le piloter. On n'a pas toujours été d'accord, mais par contre, on s'est obligé à un effort de rigueur et de systématisme qui, j'espère, permet de fabriquer un premier socle. Je souscris absolument à ce qu'a dit Emmanuel sur à la fois le caractère exhaustif de ce qu'on a essayé de faire et qui cristallise pas uniquement le travail qu'on a fait nous, mais le travail qui a été porté depuis de nombreuses années par les uns et les autres. Et ce que j'ai fait moi dans ce travail-là, c'était justement d'essayer de réunir tout le monde et de faire en sorte qu'ils arrivent à travailler ensemble. Néanmoins, l'enjeu principal d'un plan de sauvegarde, c'est pas de figer une ville, c'est pas de dire on peut plus rien faire. Le patrimoine est en danger, on est certain que si on fait rien, il va disparaître assez rapidement, et on a besoin de trouver des mécanismes qui réinjectent du désir dans ces territoires. D'abord parce que l'histoire de cette ville, l'histoire récente de cette ville, c'est que les gens quittent le centre, et qu'il faut retrouver des nouveaux mécanismes pour permettre aux gens de réavoir envie d'y vivre, d'y travailler, d'y élever leurs enfants. Et pour ça, les seuls mécanismes de conservation ne suffisent pas. Donc, on a identifié des immeubles, on a dit ce qui devait être conservé, on a dit comment ils devaient être conservés, on a mis en place des outils qui sont encore en discussion avec les autorités parce que c'est excessivement compliqué. Il ne s'agit absolument pas de le traiter de manière légère. Néanmoins, on essaye également de trouver comment réinjecter de la valeur. Et le désir, à Casablanca, c'est aussi beaucoup de l'argent, forcément, et de la spéculation, et qu'il faut retrouver des leviers spéculatifs dans le centre-ville. Il faut redonner l'envie aux opérateurs économiques d'y travailler. Une des manières de faire ça, ça a été de définir peut-être ce qui est pour nous le caractère le plus intéressant de ce qui sera ce plan de sauvegarde, c'est l'idée que quand on a dans le centre des îlots qui ont une très grande densité d'éléments protégés, on doit pouvoir imaginer une réglementation pour les autres, pour permettre à la fois une continuité, une homogénéité, et pour donner sur les dents creuses la possibilité de se raccorder à cette ville. Au fond, quand on regarde l'histoire du règlement, on a d'un règlement sur l'autre toujours construit de moins en moins. Et donc plutôt que de se dire, pour certains territoires où il y a une grande densité patrimoniale, ce qui n'est pas protégé est simplement couvert par les documents d'urbanisme, on essaye d'inventer une règle où les bâtiments qui sont protégés vont définir ce qui sera permis sur les bâtiments qui ne le sont pas. Ce qui va permettre d'imaginer à la fois une continuité du paysage urbain, une continuité des rez-de-chaussée, une continuité des hauteurs d'étages. Aujourd'hui, quand on construit des hauteurs d'étage de 3 mètres, par exemple, quand dans les années 30, on faisait 3,70 m de dalle à dalle. Donc si on oblige dans les dents creuses de s'aligner aux hauteurs, on va recréer de la qualité. La profondeur bâtie également, les alignements des bandeaux, les alignements des rez-de-chaussée, l'espace des gabarits, et tout d'un coup, on crée la possibilité, pour ce qui n'est pas protégé, de réinjecter une valeur qui n'est pas, elle, dans le règlement. Donc c'est une manière de transférer la contrainte entre ce qui est une nécessaire conservation et une volonté de valorisation qui doit permettre de réinjecter à la fois de l'énergie économique, mais d'une manière très simple de dire protéger le patrimoine, c'est aussi et autant permettre que l'on fabrique le patrimoine de demain. Et ça ne peut pas être que dans une forme défensive où on ne croit pas à la capacité des maîtres d'œuvre et des promoteurs de fabriquer un patrimoine aujourd'hui qui s'inscrive dans la continuité casablancaise. Et ça passe par une connaissance meilleure de nos bâtiments, de mettre en place des techniques de relevé plus fines, de rentrer dans des systèmes de formation, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais ça va être fondamental que la profession, les architectes, les bureaux d'études, les entreprises, les promoteurs apprennent à travailler sur ce tissu-là. C'est une chose de dire il faut réhabiliter. Si on ne dit pas aux gens comment ils doivent le faire, on va avoir un véritable carnage. On en a déjà quelques très beaux exemples dans le centre-ville. Donc la continuité nécessaire du travail que nous avons entamé pour l'administration, c'est forcément
une mise en commun de l'ensemble des acteurs. Et quand j'ai pris l'initiative, avec l'accord de mes amis, de faire ces 2 journées sur Casablanca, d'abord, ce n'est pas tout à fait habituel, pendant qu'on travaille sur une étude, d'essayer de la partager de manière assez ouverte. Il ne s'agit pas d'une présentation du plan de sauvegarde, mais quand même de partager avec vous les critères, les approches, les hypothèses, les angoisses, les doutes qui ont été les nôtres. Et c'est surtout une manière pour moi d'essayer de vous engager à nous aider à continuer ce travail qui n'est que dans ses balbutiements. J'aimerais, pour conclure et avant d'ouvrir le débat, demander à Jean-Louis de finir cette présentation rapide en ouvrant sur la place du patrimoine du Casablanca dans une géographie mondiale. Parce qu'au fond, à la fois on ne connaît pas ce patrimoine, on a eu du mal à l'évoluer, mais on ne sait pas vraiment le placer par rapport à d'autres territoires et d'autres villes. Et une grande partie des réflexions que l'on voudrait avoir entre aujourd'hui et demain, c'est justement de le confronter sur les moyens, sur les méthodes, mais aussi sur sa valeur. Jean-Louis ? Je ne peux pas faire une conférence conclusive et aborder toutes ces choses de manière détaillée. Je crois simplement j'avais eu l'occasion ici, il y a quelques mois, de parler de Casablanca ville-monde. C'est-à-dire que dire qu'une des caractéristiques de cette ville, c'est de s'être construite dans des rapports spéculaires, dans un rapport de réflexion réciproque avec beaucoup de villes du monde, avec des villes de la France, des villes du nord de la Méditerranée, des villes d'Afrique du Nord, des villes d'Amérique latine, avec l'Empire anglais qui inspirait tant Lyautey, etc. Donc Casablanca, qui est une ville qui a intériorisé beaucoup d'éléments mondiaux. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un plan de protection qui soit purement généré par la connaissance extrêmement fine, intime et critique du tissu que nous avons accumulé. Il y a des expériences, notamment dans le cadre des villes qui sont sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et je crois qu'il est clair et que nous pouvons dire que la question de la candidature de Casablanca à la liste du patrimoine va être reposée, et avec de bonnes chances de succès, parce qu'il y aura un plan de sauvegarde et donc ce sera une candidature vertueuse qui reposera sur des bases juridiques et politiques claires. Donc mais pour en arriver là, il est important d'apprendre des succès, des limites, des échecs, des interrogations des autres. Alors c'est ce que nous ferons demain, dans la journée de demain ici, dans une salle un peu plus petite, mais ouverte à toutes et à tous, dans une journée qui sera ouverte par Karim Hamdili, qui est au bureau de l'UNESCO à Rabat et qui a été un des auteurs d'une réflexion extrêmement intéressante de l'UNESCO sur les villes modernes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et qui donc est porteur je dirais, de l'expérience cumulée de l'UNESCO en matière de protection de ces tissus et de réflexion méthodologique. Puis, plusieurs villes seront présentées par des protagonistes de leur développement et de leur gestion. La ville d'Asmara, la capitale de l'Éthiopie, qui, bien que plus petite, de l'Érythrée, excusez-moi, je ne suis pas à la solde des... J'étais même très engagé auprès du mouvement de libération nationale érythréen quand j'étais militant il y a longtemps. Asmara, capitale de l'Érythrée, présentée par Edward Dennison, qui a publié un très beau livre et qui a été engagé dans la candidature réussie d'Asmara sur la liste du patrimoine mondial, qui est une ville très intéressante. C'est une espèce de petite ville italo-africaine avec des dimensions futuristes qui, par beaucoup d'aspects, résonnent avec Casablanca. Jean-François Lejeune parlera de Miami, et notamment Miami Beach. Il enseigne à l'université Edward Dennison enseigne à University College à Londres, Jean-François à l'université de Miami, et il parlera donc de l'émergence de la politique patrimoniale à Miami Beach, que beaucoup prennent comme exemple, mais qui est une histoire très
très complexe dans laquelle intérêt public, intérêt privé, expertise, intervention de la population se conjuguent. Julie Rennes, qui s'occupe de la mise en œuvre et du suivi du site UNESCO à Nice, nous parlera d'une ville qui aussi a des résonances avec Casablanca dans sa matière bâtie, dans son rapport à la mer, dans je dirais la chronologie de son développement. Et enfin, Ghislaine Meffre nous parlera de son travail sur les habous, nous fera revenir à Casablanca avec l'analyse, l'arpentage, terme que l'on utilise beaucoup ce soir, du quartier des habous, qui nous permettra de revenir sur les enjeux spécifiques à Casablanca, qui sont, vous l'avez compris, après avoir identifié ce que nous avons fait, les bâtiments, de proposer des prescriptions d'une sévérité croissante ou décroissante qui iront, ce n'est pas un scoop, ce n'est pas, je dirais, violer le secret de l'instruction que de le dire, mais plusieurs centaines de bâtiments seront désignés comme devant être non seulement conservés, intérieur, partie commune à l'intérieur comprise, hall, escalier compris, mais remis en l'état. Ce qui impliquera des actions certainement complexes pour aboutir à l'ablation des verrières et des loggias clandestines, mais quand même très très visibles, des rez-de-chaussée scandaleux, des antennes paradiaboliques, etc. etc. Donc ça sera le noyau dur du plan. Et le noyau un peu moins dur, ce sera des centaines d'immeubles sur lesquels les prescriptions seront simplement, si je puis dire, le respect de l'aspect extérieur du bâtiment, sans contrainte interne. Ce qui risque de pousser au façadisme, c'est une question que nous sommes prêts à affronter. Et enfin, la troisième catégorie, qui est la plus complexe, c'est celle sur laquelle Tariq est intervenu, c'est ce qui se passe avec les milliers d'immeubles qui se trouvent dans des zones très denses en objets patrimoniaux et qui, là, supposent une politique d'encadrement des demandes d'autorisation de bâtir, donc une politique assez subtile qui devra revenir au fond, et j'en terminerai là-dessus, sur ce qu'a été le grand mérite du plan PROS et du travail des urbanistes d'ici, qui a été d'essayer de donner une unité urbaine à une extraordinaire entreprise individualiste et spéculative. Lyotet disait « on ne construit pas un empire avec des pucelles ». On peut dire qu'on ne construit pas une ville avec des bons sentiments. Une ville, ça se construit avec de l'argent et pour faire de l'argent. Donc nous sommes lucides. Et de ce point de vue-là, ce que nous attendons, c'est effectivement le retour de l'argent dans le centre-ville de Casablanca, c'est-à-dire le retour du développement, à la fois stimulé parce que certaines hypothèques seront levées sur une partie des îles du Centre et stimulé par je dirais, le rehaussement de la valeur culturelle de ce centre, de sa valeur esthétique aux yeux de ses habitants même. Merci. Merci, je vous remercie de vous présenter avant de poser des questions. Bonjour, j'étais attentif à la méthodologie que vous avez adoptée, notamment au niveau des interstices ou des espaces publics. Je pense que le patrimoine bâti, je pense que vous avez fait 2000 titres fonciers, tout ça, je pense que c'est une démarche normale. Par contre, ce qui est important à mon sens, et pour garantir le succès de cette reconquête du centre-ville, c'est l'espace public. Autrement dit, personnellement, ce que je retiens
ou ce que je vis de ce patrimoine, c'est ce que les espaces publics que j'ai vécu quand j'étais petit. C'est la place de la mosquée Mohammadi à Habous, c'est le jardin de Zartoni dans la Médina, c'est la rue du Jura, le Ma'arif et tout ça. Autrement dit, la partie vide, elle est aussi importante que la partie pleine, le patrimoine bâti dont vous avez parlé. Et je pense, non seulement au niveau, j'ai vu que vous avez fait attention à ça, c'est le garant de l'adhésion de la population à ça. La deuxième chose, et je pense que je voudrais insister parce que j'étais content que vous l'ayez mentionné, c'est comment ramener l'argent dans la ville et pour que les gens adhèrent à ce projet. Autrement dit, si on ne donne pas une vie économique et une activité sociale importante, c'est aussi le garant pour réussir ce projet. Il s'agit en fait d'une reconquête du centre-ville parce que le centre-ville a perdu son aura à travers un tas de raisons. Le passage du tramway, c'est un premier pas. Les restaurations qu'on fait maintenant du parc, de la Ligue arabe et ainsi de suite, c'est des premiers pas. Mais je pense que cette restauration passe nécessairement par cette reconquête du centre-ville, passe nécessairement par une piétonisation. Il n'y a pas une ville actuellement en Europe où le centre-ville n'est pas piétonisé. Il n'est pas normal que la voiture continue à dominer le centre-ville. Cette piétonisation, je pense, elle est extrêmement importante, non seulement pour redonner de la vie à la ville, mais c'est un autre garant pour restaurer et réhabiliter les bâtiments dont on est si attaché. Tu as été parfait jusqu'à la piétonisation. La piétonisation, je pense que non seulement les gens n'y vont pas parce qu'ils ne trouvent pas de place, la voiture elle est encore là, et deuxièmement, je ne vois pas une seule ville capitale européenne qui a un patrimoine plus grand que Casablanca qui n'est pas piétonisé. Alors, toutes les villes italiennes sont piétonisées. Je vais te répondre rapidement. Sur tout ce que tu as dit avant, évidemment, on ne peut que souscrire, c'est le cœur de ce que l'on fait. Sur la question de piétonisation, il y a deux problèmes. D'abord, Casa, c'est une ville de la voiture, pensée par la voiture pour la voiture. Ensuite, on a des expériences récentes sur la piétonisation de certains boulevards, le boulevard Mohamed V, et on a vu que c'était vraiment problématique. Et au fond, ce qui rend Casa assez puissante, c'est la capacité de toujours être dans des espaces de négociation. Les espaces qui ne servent qu'à une seule chose marchent très très mal. Donc même si ça paraît dangereux, la négociation entre les piétons et la voiture a toujours été à l'origine d'une grande énergie dans le cœur de Casablanca. Donc, bon, tout ça pour dire, de toute façon... Oui, très bien. Merci. Oui, tu as juste un petit mot là-dessus. Vous laissez peut-être les interventions à la fin, non? Non, mais je réponds à ce qu'a dit mon ami, mon camarade Larbabi. On est en train de le faire, cher ami. Je reviens sur ce que tu viens de dire sur la piétonisation. On est en train, historiquement, à la fois de réduire la présence des voitures dans les centres et de revenir sur la piétonisation extrême de certains centres aujourd'hui, dans le sens de la mixité, sans parler de tout ce qui est introduction du vélo, etc. Donc la question de la piétonisation, elle est complexe. Mais je voudrais dire une chose quand même très claire. Notre mission, nous l'avons élargie à un regard sur les espaces publics. Mais les espaces publics sont de la compétence de la municipalité, que je sache. En principe, c'est plus facile. Ouais, non, c'est plus facile en principe. Mais nous, je ne veux pas être juridiste et défensif, mais le travail que nous l'avons fait sur le bâti, sur l'autorité qui donne les autorisations de bâtir, c'est-à-dire l'agence urbaine. Donc, qui les instruit. Donc, la question des espaces publics, nous la pointons parce que vous avez compris que notre propos, il est toujours de raccorder les objets isolés à la ville. Donc, c'est un propos qui a une dimension urbaine. Mais il est clair que si, par exemple, il y a une candidature UNESCO, ce que tout le monde souhaite ici, il faudra que le volet des espaces publics soit crédible. C'est-à-dire que les autorités en charge de l'espace public se mouillent, ce qu'elles n'étaient pas appelées à faire dans le cadre de notre étude. Merci. Abdelhaïb Bousfiha, architecte urbaniste
ex-directeur de l'urbanisme et de l'architecture au niveau national. D'abord, je tiens à vous féliciter pour cette initiative qui vient donc à la demande de l'agence urbaine de Casablanca. Je trouve que la démarche est intéressante parce que c'est une démarche qui vient à partir de quelque chose de réel, de bâti. Vous laissez de côté un petit peu toutes les projections, etc. C'est pour ça que je ne suis pas tellement d'accord lorsque vous avez parlé de schéma directeur d'Éric Pinceau. Éric Pinceau, l'objectif, ce n'était pas la valorisation de l'architecture néocoloniale, mais plutôt la restructuration et surtout la mise à niveau de la ville de Casablanca qui était partie tout azimut, et nous connaissons un petit peu les difficultés que vit Casablanca sur le plan de sa planification. Donc lui, c'était des actions majeures et il a cité ce que vous êtes en train de faire en tant que sauvegarde, en tant qu'action majeure sur laquelle il va falloir réfléchir, etc. Bon, maintenant, ce que je trouve, c'est qu'en 2004, le département, le ministère lui-même, s'est penché sur une stratégie d'intervention dans les tissus anciens. Vous savez qu'il y a 32 médinas au Maroc. Casablanca en fait partie. Et la difficulté qu'on a eue jusqu'à maintenant, et c'est pour ça que je voudrais faire une petite parenthèse, c'est qu'avant de travailler sur ce que vous êtes en train de faire, qui est extrêmement important, il va falloir d'abord voir les outils de mise en œuvre. Parce qu'il y a des études extraordinaires. Je ne cite que le schéma national d'aménagement du territoire, qui est dans les placards aujourd'hui, malheureusement, qui a cité qu'il y a eu 52 ateliers, dont un des ateliers était réservé justement à la protection du patrimoine bâti. Eh bien, s'il n'y a pas les outils, et on voit aujourd'hui les résultats, eh bien, ce sont des choses qui restent dans les placards, malheureusement. C'est pour ça que dans l'investigation, je considère qu'il est de votre devoir aujourd'hui de poser cette problématique en tant que préalable. Il y en a marre de faire des études, il y en a marre de faire des schémas extraordinaires, etc., et pour laquelle nous ne voyons pas de résultats par la suite. Donc je considère que le problème institutionnel est fondamental. Le deuxième point, c'est le problème de la réglementation qui régit ce secteur. Et le troisième, c'est le financement et la fiscalité, qui sont fondamentales. Aujourd'hui, à part Fès, pour lequel on avait créé l'agence de sauvegarde, etc., qui a fait un certain travail, mais en fin de compte, c'est pas encore. Et le troisième point le dernier point qui me semble important, à ne pas négliger, vous voulez faire un joyau, c'est-à-dire réexproprier, ramener l'investissement au niveau du centre-ville, alors qu'il est en train de se faire ailleurs, il est en train de se faire à Anfa, malheureusement, le nouveau pôle, etc., etc., toutes les deux, alors qu'on a laissé complètement. Vous savez que du temps du protectorat, ce sont les multinationales qui sont venues ici au Maroc pour accompagner ce qui est en train de se faire par les grands architectes. Ce n'était pas fait n'importe comment, c'était fait avec des multinationales. Et ce sont des programmes réfléchis, pensés à Paris, dans le centre, et dans le Maroc était la périphérie, où on a essayé d'avoir une véritable mise en œuvre de tout ça. Mais vous l'avez dit, les moyens, le financement est fondamental à ce niveau-là. Regardez ce qui s'est passé dans le Marais à Paris. Eh bien, il y a c'est qui est là? C'est la bourgeoisie, c'est l'argent, c'est le financement. Et si on n'arrive pas, et c'est surtout tous les aspects institutionnels qui sont importants à ce niveau-là. Voilà, je vous remercie. Tu veux y aller? Tu peux répondre. Hein. Écoute. On est là pour répondre. Oui, on va les grouper, il a raison. Ouais. Vous allez grouper les questions. Tu as raison. Pour avoir géré des immeubles dans ce secteur de zonage, le problème du maintien et de l'entretien de ces immeubles, c'est une loi qui est apparue en 1980
demandant et obligeant les propriétaires à réduire du tiers le montant de loyer pour toute personne ne gagnant pas au-dessus de 3600 dirhams. Par le truchement des pas de porte, etc., c'est une autre population qui s'est installée là. Les pauvres propriétaires ne peuvent plus entretenir ces immeubles avec des bas loyers, voire même des impayés et des contentieux qui peuvent durer des années. Un immeuble qui rapporte est un immeuble entretenu. C'est vers ce volet-là de la réglementation locative aussi, comme ça s'est fait par exemple pour certaines villes d'Europe comme Paris, ou pour certaines zones, il y a une législation locative spécifique pour des immeubles datant par exemple au-delà de 1948, après 48, etc. Je pense que c'est un problème dont il faut tenir compte, c'est la question locative permettant l'entretien. Et c'est dommage pour la Médina qui n'est pas inclus dans votre plan. C'est dommage. La Médina n'est pas inclue parce qu'elle est couverte par un document qui est maintenant... Pardon, la Médina n'est pas incluse parce qu'elle est déjà couverte par un document qui la conserve et qui la préserve, et c'est un document qui est aujourd'hui opposable. Donc c'est pas par manque d'ambition, c'est simplement parce que ça avait déjà été fait. Donc, revenons à nouveau à l'étude qui nous a été demandée, qu'on a rendue, qui va devenir opposable au tiers. Elle définit un régime de traitement des permis de démolir et des permis de construire. Donc, la revitalisation économique du centre, qui est une nécessité, elle passe par des mesures d'ordre législatif, des mesures d'ordre fiscal. La fiscalité est extrêmement importante. Il y a certainement des marges d'imagination, notamment pour permettre certaines réductions, exonérations fiscales pour les propriétaires qui investiraient dans la réhabilitation. C'est un des volets de notre étude. C'est un volet qui est dans notre contrat, pour lequel nous avons pris des contacts à la fois avec des opérateurs privés et avec les administrations nationales pour arriver à des propositions. Donc il y aura un volet financier, de toute évidence, mais l'essentiel, à mon sens, au-delà de l'aide, plus que de l'aide aux propriétaires, c'est de redonner de l'optimisme aux opérateurs. Et c'est pour ça que je montrais, j'évoquais l'histoire de l'immeuble Bessonneau, c'est pour ça que je crois que des opérations exemplaires sont nécessaires très rapidement, des opérations qui, bien ponctuelles, montreraient la direction. Et ce sera possible dès que ce plan sera opposable au tiers, c'est-à-dire dans quelques mois. Quelques mois, oui. Bonsoir. Félicitations et merci beaucoup pour le travail que vous nous avez présenté. Je poserai vous avez répondu en partie à la première question que je souhaitais poser. C'est la mise en œuvre, de ce travail de sauvegarde, la mise en œuvre sur le terrain. Est-ce que vous allez avoir un chapitre consistant sur vous avez parlé d'incitation fiscale. Est-ce que vous avez réfléchi à des mécanismes précis pour ramener cette énergie économique, pour ramener l'argent vers le centre? Deuxième question qui concerne les architectes, les opérateurs, c'est comment faire pour passer de la méthodologie séduisante qui vient d'être présentée au terrain, concrètement. Un promoteur, un investisseur, un architecte qui présente un projet, est-ce que vous avez réfléchi aux mécanismes qui vont être mis en place pour l'appréciation des projets et l'arbitraire? C'est peut-être la plus grosse difficulté qui me paraît dans
dans ce travail. Concrètement, il y aura une commission avec des techniciens, des archives. Déjà aujourd'hui, indépendamment des questions sensibles de sauvegarde, souvent, pas toujours, mais souvent, c'est le cauchemar. Alors, imaginons maintenant ce que ça va... Je dis ça de manière extrêmement pragmatique. Je suppose que vous l'avez fait, mais vraiment, je vous invite, je vous supplie de réfléchir très, très sérieusement à cette question-là. Autrement, l'énorme travail, le magnifique travail que vous venez de faire risque de tourner, à Dieu cela ne plaise, au désastre. Merci. Écoute, je suis comme toi un opérateur ici et je vis les mêmes cauchemars que toi, évidemment. Quand j'ai rédigé le règlement, je suis parti... D'abord, on ne l'a pas présenté ici. On a présenté un tout petit aspect de cette approche réglementaire, mais le principal, c'est de faire un règlement simple, appropriable, qui permet des décisions binaires, c'est-à-dire où la capacité d'interprétation est juste supprimée. D'accord ? C'est-à-dire, je peux pas. Pas je peux un peu. D'accord ? Une fois que tu as fait ça, tu donnes un outil qui est simple. Tu peux faire un règlement d'urbanisme qui tient en 40 pages. Moi, j'ai fait un règlement d'urbanisme qui tient en 2 pages. 2 grandes pages. Non, mais j'insiste là-dessus. C'est pas que pour l'administration et pour les opérateurs. C'est parce qu'il faut, de la même manière qu'on a essayé d'établir un socle scientifique sur la valeur des objets auxquels on va donner une protection, il faut que l'on puisse donner un règlement sur lequel il n'y a pas d'espace qui puisse être donné ni du côté de la maîtrise d'œuvre, ni du côté des promoteurs, ni du côté de l'administration. Donc c'est un règlement où je suis couvert par le règlement, ou je ne suis pas couvert par le règlement. Si je suis couvert par le règlement, il n'y a plus d'interprétation possible. Merci. Alors, Siraj Hassan, l'agence urbaine de Casablanca. Vous faites l'étude sujet de débat aujourd'hui. Aujourd'hui, on débat le côté scientifique et méthodologique de l'étude. Une étude demandée par l'autorité régionale et suivie par l'agence urbaine qui traite d'un sujet autant passionnant que lourd sur le plan responsabilité vis-à-vis du futur de cette ville exceptionnelle. Autant on trouve beaucoup de plaisir à étudier et à débattre et à discuter avec une équipe d'experts extraordinaire, autant on se demande sur l'équilibre à assurer entre un certain nombre de points complètement contradictoires. Si pour le bureau d'études, l'objectif direct est de préserver, sauvegarder la ville, et pour les promoteurs, l'objectif indirect, c'est de faire des projets et de créer de la plus-value, l'administration se trouve devant beaucoup d'objectifs contradictoires. Et ça alourdit la tâche. Et la nécessité de débattre et de discuter est importante, mais aussi il faut, l'important, le message que je veux passer, il faut faire confiance à une administration très sereine et très sérieuse qui prend en considération un caractère de la ville de Casablanca, une ville qui n'a pas de complexe à se projeter dans le futur, même à travers son histoire. Lorsqu'on parle du fait qu'on a reconstruit l'horloge, symbole de quoi Casa n'a pas il était toujours convaincu que c'était une ville qui va jouer un rôle international pour le Maroc, et pour jouer ce rôle international, il faut synchroniser son temps avec le temps mondial. Et toujours dans cette absence de complexe, l'administration
qui gère le territoire de Casablanca n'a pas de complexe à aller jusqu'au bout vis-à-vis d'un certain nombre de responsabilités pour préserver à nos enfants. Nous avons senti l'amertume de voir des images de bâtiments perdus. Nous avons déjà leurs images. Comment ça va être pour les générations futures? Comment ils vont nous regarder si on ne préserve pas le patrimoine? Mais aussi, Casa, c'est une ville qui vit et il faut qu'elle vive et on ne peut pas ne pas créer la valeur ajoutée. Ce dilemme n'est pas évident. Mais c'est pour ça que l'aspect temps qui a été discuté tout à l'heure, on disait que le temps n'est pas suffisant, mais de l'autre côté, c'est tout à fait relatif. On a pris beaucoup de temps. Donc on se met face à des gens qui nous disent que vous avez pris trop de temps, et se met le lendemain face à des gens qui disent « Ah, le temps n'est pas suffisant ». Et toujours dans la contradiction. L'urbain, le bâtiment, le matériel, le patrimoine, l'urgent, le pas urgent, etc. Et la gestion de tout ça n'est pas facile. Et pour cette raison aussi, il ne faut pas qu'on mette aussi sur cette étude d'autres tâches qui nous accompagnent. Les cauchemars vécus n'ont pas de rapport avec l'exercice. Ils ont de rapport avec d'autres problèmes encore plus larges. Il ne faut pas se mentir et dire lorsqu'on va sortir avec ce règlement très bien étudié, on va résoudre les autres problèmes. Les autres problèmes doivent aussi être réglés ailleurs. Les espaces urbains sont des projets futurs, c'est des actions futures et nous avons parmi nous des partenaires qui sont partenaires aussi dans le comité de pilotage de suivi du patrimoine, ils sont partenaires aussi dans les programmes régionaux de développement, ils vont développer ça. Les aspects réglementaires vont devenir opposables tiers dans le cadre d'un plan d'aménagement. Et c'est cette raison qui nous fait encore prendre notre temps à décider, parce qu'une fois opposable tiers, on ne peut plus revenir. Et c'est pour ça aussi que la décision finale ne peut pas se prendre d'une façon facile. Il y a toujours une commission qui va encore voir et revoir le travail fait, commission destinée par M. Loueli, qui comporte tous les services concernés. Et une fois la décision prise, on va aller à l'avant. Décision prise, aller à l'avant, ne veut pas dire que c'est figé. Le CD-Bibliote, ni les autres zones, il y a maintenant 2 études. Il y a l'étude CD-Bibliote à Roche-Noire, celle-là qu'on présente. Avec la même démarche, on attaque l'ensemble du territoire de ce qu'on appelait le Grand Casablanca. Et tout ça va sortir effectivement dans le cadre de règlement et on ne peut pas arrêter la machine. Les encouragements sur le plan spatial sont là. Il y a beaucoup de réflexions. On ne peut pas tout dire maintenant du mot qui ne n'est pas tout à fait figé, mais il y a de la plus-value dans le patrimoine. Il faut convaincre nos partenaires pour mettre aussi leurs mains pour comprendre qu'effectivement, il y aura de la plus-value en préservant le patrimoine. Et ça sera la réussite. Il faut qu'on se fasse confiance tous pour réussir ça. Ce n'est pas évident, mais on peut le réussir si on met la main dans la main. Par rapport à la délimitation du territoire, la Médina a un caractère tout à fait différent du patrimoine moderne. C'est un patrimoine traditionnel. Il a eu son étude, il a eu son plan d'aménagement et les gérer maintenant. Il y a du budget et la partie opérationnelle a déjà commencé et incessamment, déjà on a commencé à inaugurer certains projets là-bas et incessamment on va voir les résultats. La partie Avenir Royal, ça c'est un autre axe de projet urbain à part. Les éléments urbanistiques vont constituer d'autres petits projets urbains qui vont aussi faire l'objet de conventions avec nos partenaires pour aller de l'avant. Casa mérite ça, mérite mieux que ça. Et j'espère que tout le monde mettra la main dans la main de l'administration pour pouvoir réussir ce projet. Merci. Merci. Alors, faites des questions courtes. Il y en a une là, ensuite il y a Selma Zeroni qui demande depuis un peu.
je suis très ému. Je vous remercie. Mais il y a des absents ce soir. J'ai 75 ans, je suis compositeur. Je suis né dans le Mélat de Casablanca et à 2 ans, j'ai basculé dans la France casablancaise. Je dirais même méditerranéenne, puisque tous ces bâtiments, toutes ces architectures sont une conjugaison de la culture autour de la Méditerranée, on va dire. Hein. Je suis pareil en musique et je suis un combattant. J'ai connu Jacqueline. Et les absents ce soir, ce sont les anciens abattoirs de Casablanca où j'ai commencé la musique avec un grand compositeur, un crooner qui était le vétérinaire. Et on n'en parle pas. Qu'est-ce que vont devenir... Que va devenir mon 6e squat de ma vie, j'ai 75 ans, qui sont les abattoirs, les anciens abattoirs de Casablanca, qu'on a inaugurés en 2009. Voilà. La friche Belle de Mai, la prison de Poissy en France, etc. Bon, tout ça, je connais. Qu'est-ce que va devenir la friche culturelle, les anciens abattoirs de Casablanca? Je te promets qu'on s'en occupe. Pour de vrai. Juste un petit résumé. Tu seras le premier à être au courant. Disons-le comme ça. Grâce aux travaux d'associations qui se sont mobilisées et qui ont empêché sa démolition il y a plus de 12 ou 13 ans, les abattoirs sont devenus un lieu inéluctable pour Casablanca. Aujourd'hui, il ne s'y passe rien. Il faut qu'il s'y passe quelque chose. Il faut qu'on s'organise mieux pour que ça y arrive. Est-ce que je ne le sais pas? Bonsoir. Merci pour cette présentation très intéressante et pour cette ébauche d'études qui, en fait, aboutit à quand même 2000 objets. Vous avez bien dit, finalement. Il s'agit donc d'immeubles et non pas de la vie à l'intérieur de Casablanca, si j'ai bien compris. Et parmi les choses sur lesquelles je voudrais revenir, moi, c'est les rez-de-chaussée de la ville de Casablanca sur lesquels il faudrait peut-être plancher de façon différenciée. On ne lève pas les yeux, on n'est pas architecte, mais on voit l'usage en fait de ces rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Ça, c'est une des questions que je pose. Et puis, j'ai 2 suggestions à vous faire pour passer à quelque chose de positif. La première, c'est de demander à l'Académie des arts traditionnels de plancher sur les métiers d'art qui pourrait être un travail, en fait, extrêmement intéressant pour les futures réhabilitations qui auraient lieu. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, nous ne possédons pas d'artisans, nous ne connaissons pas d'artisans qui puissent faire ou refaire les fers forgés d'époque. Et l'Académie des arts traditionnels est peut-être la solution, parce que pour la connaître de l'intérieur, ils sont extrêmement ouverts à toutes les suggestions, et je pense que tous les architectes présents ici devraient investir cet endroit où il y a réellement de l'écoute. 2e suggestion, et j'arrête là, et je passe le micro à des intellectuels. La 2e suggestion est très pratique. J'ai eu la chance de suivre un travail qui s'appelle Les Raies de Ville avec David Mangin à Rabat, à partir de l'école d'architecture qui est à l'UIR, l'Université internationale de Rabat. Et nous avons piloté 20 étudiants dans des quartiers qui étaient complètement désastreux, impossible à pénétrer. Et j'ai eu la chance de rencontrer là-bas ce qu'on appelle les muqaddim al-Hawma. C'est des personnages qui sont extrêmement importants pour justement faire le relais de travaux comme les nôtres, comme ce que vous faites, qui sont des études qui sont un petit peu hors sol. C'est à partir des muqaddim que pourrait se faire le relais nécessaire pour faire connaître les choses dont on ne peut pas pénétrer par ailleurs. Voilà, c'est 2 suggestions que je voudrais vous faire.
Non, je crois, on se disait entre nous qu'on est tout à fait d'accord que la société civile, c'est des associations, c'est pas simplement les locataires ou les propriétaires, c'est aussi ceux qui sont dépositaires du vivre ensemble, avec toutes les fonctions qu'on leur connaît. Donc, et quant au rez-de-chaussée, c'est évidemment un thème extrêmement important, qu'il attire notre attention notamment par rapport à la critique par exemple des hauteurs de rez-de-chaussée uniformes imposées partout, qui sont un véritable problème. Donc on va proposer notamment dans les réglementations des îlots dont Tariq a parlé, de moduler les rez-de-chaussée, mais dans le même temps les revivifier. Vous l'avez compris, c'est une politique économique que nous n'avons pas comme mission d'impulser, encore moins de suivre au quotidien. Merci aux intervenants. Je suis ravi de constater qu'il y a quelque chose d'important d'engager sur Casablanca, et ça, c'est fondamental pour l'avenir. Je voulais juste intervenir sur un aspect extrêmement important, c'est l'ADN de Casablanca. Tu en as parlé. Vous savez, chacun sait que le concept urbanisme est né à Casablanca. Et l'ADN de Casablanca, c'est fondamental, c'est de l'urbanisme négocié. Tout à l'heure, tu as cité le Daïr de 1919 sur le syndicat de 1919, les propriétaires urbains. Et donc, c'était à l'origine, par exemple, le boulevard de la Gare, c'était une négociation entre les différents propriétaires qui chacun a concédé un bout de terrain pour faire le boulevard de la Gare. Bien, ça veut dire que c'est de l'urbanisme négocié. Alors là où moi je trouve un petit peu de contradiction dans le système de la méthodologie, c'est qu'on va, à l'issue de l'étude, éviter de négocier et envisager une réglementation qui est extrêmement figée, c'est-à-dire que binaire, comme a dit Tariq. Non, moi je n'interprète pas, puisque tu as dit qu'il ne fallait pas interpréter. Je dis simplement que, personnellement, je vous suggère, ça reste une suggestion, d'envisager des mécanismes de négociation. Certes, très délicats et difficiles, mais sans lesquels on ne pourra pas aboutir. Il est évident qu'on a un problème de préservation et qu'on a envie de garder à l'identique certains immeubles, j'en conviens, je suis conscient de cela. Mais pour autant, vu les difficultés qu'il y a, n'est-ce pas, à les maintenir, il va falloir imaginer non pas simplement figer une image, mais également créer un processus de négociation avec des mécanismes sophistiqués qui ne sont pas encore en place. Et je dis ça parce que je reviens à l'ADN de l'urbanisme négocié de Casablanca. Parce que, contrairement aux autres villes, Casablanca est une ville où il s'est négocié un urbanisme fondamentalement. Et donc, si on revient à l'ADN, on est nécessairement tenu de retrouver cet ADN dans le processus de la sauvegarde. Voilà mon principe. Merci. L'urbanisme était négocié, mais l'architecture ne l'était pas. L'architecture ne l'était pas. Hein, il y avait des servitudes de portique, des servitudes de façade. Il fallait entrer dedans. À part ça, il y avait des procédures de permis de construire, des procédures d'instruction, des échanges entre humains et pas simplement des échanges de dossiers. Et donc, il est clair que c'est ce qui se produira, même avec des règles fermes, avec des règles binaires. Pourquoi des règles binaires? Encore une fois, parce que nous ne faisons pas d'illusions, je le dis comme je le pense. Un des grands problèmes de l'urbanisme à l'échelle mondiale, c'est la qualité des opérateurs publics et privés. Et donc, le règlement, à quoi sert-il? C'est une garantie contre certaines formes de subjectivité. Donc, voilà. On est dans une situation où on doit écrire du règlement qui soit applicable, je ne dirais pas sans réfléchir, mais qui soit applicable de manière claire et ferme et qui, inévitablement, laissera de la place à l'interprétation. Est-ce qu'une menuiserie doit avoir est-ce que la menuiserie contemporaine en aluminium ou en plastique peut être remplacée par une autre menuiserie? Il faudra bien décider
de l'épaisseur de la menuiserie et des matériaux. Donc il y aura inévitablement ce genre de discussion, je suis d'accord avec toi, mais dans un cadre extrêmement défini quant à la hiérarchie de valeur des bâtiments et à leur état d'origine. Il y a un dernier point, et je vais conclure là-dessus, qu'il faut garder en tête. Un règlement, il a une maturité, il a une durée de vie. Il n'est pas ad vitam aeternam. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de prendre date. Il faut un moratoire. Il faut que ça s'arrête. Il faut une nouvelle manière d'approcher ces territoires. Que dans 10 ans, on le réévalue. Marhaba. Mais il faut commencer quelque part. Et pardon. Et la raison pour laquelle c'est important de le faire comme ça, c'est que si on ne le fait pas, dans 10 ans, il n'y a plus rien. Écoute, moi je me permets juste d'inviter à la réflexion. Vous savez, ce que vous venez de dire, Tariq, n'est pas juste. Je suis désolé. Vous savez, Sidi Bel Aout a été construit avec l'AMP, l'arrêté municipal permanent, qui définit un certain nombre de règles extrêmement pointues, précises, et qui sont, disons, qui ont créé Sidi Bel Aout. J'ai fait récemment une étude sur les formes urbaines et la densité, et on a modélisé un certain nombre de choses qui font la preuve qu'en réalité, on ne peut pas dire qu'un règlement a une durée de vie, parce qu'il est ad vitam aeternam, parce qu'il a bâti, c'est des bâtiments qui ont été construits sur cette base-là. Même la réglementation, même les bâtiments actuels du centre-ville ont été bâtis sur la base de l'AMP, pour certains d'entre eux, qui datent de 1951 ou 52, je crois, l'AMP. Donc par conséquent, on ne peut pas dire d'emblée que la réglementation, elle a une durée de vie. La réglementation, elle fige dans l'espace un certain nombre de bâtiments qui ont une longueur de vie qui est indéterminée. Mais d'accord. Bon, voilà. Non, voilà. Bon, mais je m'arrête là parce je crois qu'il faut qu'on arrête. Je ne peux que donner raison. La ville, c'est du règlement cristallisé. On est d'accord, mais il n'empêche que le règlement lui-même, il a une certaine volatilité, même si ses effets sont minéralisés. Hein. Voilà. Mais je crois que Martin Chesneau va nous demander de libérer la salle. Vous remercier. D'abord, je vous propose de remercier nos intervenants de ce soir. Je sais que vous restez avec des questions, mais c'est le principe. Hein. Évidemment, tous les sujets sont cruciaux. Alors, demain, pour ceux qui le souhaitent, mais prévenez l'équipe présente, c'est à partir de 9h30, mais prévenez l'équipe présente parce que les places sont limitées, ça ne se passe pas ici, mais en bas. Et puis, par ailleurs, rendez-vous pour le prochain rencontre Architecture du Maroc, le 7 novembre. Nous parlerons cette fois-ci d'espace public au travers des jardins et des paysages urbains avec Mounia Benani notamment. Merci à vous, très belle soirée.